Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en très bonne compagnie. Je suis avec mon ami Carole. Coucou. Aujourd'hui, on se retrouve tout à fait en mode Serpentard et en mode mange-mort parce qu'on est un duo de Serpentard tout simplement. Petite apparition avec la baguette de Narcissa et juste de Voldemort. Juste lui. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je veux vous remercier infiniment pour tous vos retours sur la vidéo de la semaine dernière. Tout d'abord sur ma nouvelle maison à Serpentard, mais également sur vos avis, bien sûr, sur les box, ce projet que j'ai lancé. Si lorsque cette vidéo est publiée, des box sont toujours disponibles, bien évidemment, vous aurez le petit lien en barre d'informations pour acheter la précommande. Juste un petit update, le stock des précommandes était presque out en quelques jours à peine et c'est pourquoi j'ai exceptionnellement rajouté du stock pour cette première commande suite aux nombreux messages que j'ai reçus de personnes voulant commander plus tard dans le mois. Donc il reste un dernier stock pour cette première box qui ne sera plus réapprovisionné après. Le lien est donc en barre d'informations, donc je vous laisse aller checker ça si jamais vous voulez vous l'acheter. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 7 théories sur Harry Potter. Il dit 7 mais en réalité on en a noté que 5. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 théories. D'ailleurs dites-nous vous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des théories et laquelle est votre Laquelle est votre favorite? C'est vrai que de base on est parti sur 7 et au final on en a 5. Bah il y en a 5 qui étaient vraiment bien et on pense que vous les aurez pas déjà entendus. Donc, ouais, voilà. Normalement ils sont un petit peu plus poussés, un peu plus recherchés parce que bah je les ai cherchés en anglais quand même et donc moi l'anglais des fois j'ai un peu du mal. Donc voilà, on va vous faire 5 théories, mais avant, on voulait vous donner vite fait notre avis sur les théories globalement de Harry Potter, parce qu'on a un avis assez tranché et qui a étonnamment évolué en préparant cette vidéo. Déjà quand on voyait sur les sites internet le titre des théories, rien que les titres, on disait non mais là ils ont fumé de fou les gens. En plus c'est des titres qui sont souvent assez accrocheurs, voilà, et qui résument tellement la théorie qu'en fait tu te dis, t'as même pas envie de lire l'explication des fois. Et c'est vrai que nous on était vachement réfractaires à l'idée de, pas d'entacher, mais de modifier l'histoire originelle qui est faite par J.K. Rowling. Pourquoi la modifier? Moi je vois ça comme les fanfictions. Toi t'aimes plus les fanfictions quand même. Moi c'est, tu vois, moi c'est la même chose, genre former un nouveau couple, sachant qu'on a déjà les couples existants, l'histoire existante, tu vois, pourquoi modifier? Et en fait en lisant les théories, on s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient énormément développées, intéressantes. Mais oui, là la dernière théorie dont on va parler, en lisant le titre je me suis dit non mais absolument pas, et en lisant les explications, c'est ma nouvelle théorie préférée. Elle est géniale niveau teasing quand même, hein. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous et vous êtes participé à l'approche des 100 000 abonnés. Il y a une mouche sur la caméra, il y a Béatrix qui me regarde là-bas. Ah ouais. On est actuellement chez Carole, c'est pour ça que vous reconnaissez pas forcément le décor. On est dans une pièce qui est 100% Harry Potter, c'est-à-dire que je dors dans cette chambre 100% Harry Potter, qui est juste magnifique. Elle a fait un travail de dingue, enfin sa maison est magnifique globalement. Alors la théorie numéro 1, là je pense que c'est pas une vraie théorie, c'est plus les fans qui ont eu un délire par rapport à ça. Mais il y a vraiment la mouche sur l'objectif là. Oui, c'est vrai. Elle est très intéressée aussi. Ouais, je pense qu'elle est Potterhead. La première théorie, c'est plus une sorte de délire entre les fans, je pense, mais moi je trouvais ça assez rigolo et j'avais envie de la présenter là-dedans. C'est que J.K. Rowling serait en fait le personnage de Rita Skeeter, qui après avoir été dénoncée pour publier des mensonges dans ses livres et dans les journaux, a été virée du monde de la magie, est venue dans le monde des Moldus et s'est camouflée sous le pseudonyme de J.K. Rowling, et elle a décidé de briser le sceau du secret magique en écrivant l'univers d'Harry Potter comme si c'était une fiction et comme si ça n'existait pas réellement. Alors qu'en fait c'était la réalité qui était cachée, enfin c'était comme pour cacher la vérité quoi. Surtout qu'il y a plein de photos de J.K. Rowling où on voit elle est en montage avec des petites lunettes style Rita Skeeter et tout ça. Et puis moi je trouvais ça mignon comme... Moi ça me fait un peu penser comme ceux qui disent à la fin de Harry Potter 7 on aurait pu avoir et là il se réveille et c'est un rêve. Ah oui. Et bah tu vois moi ça me fait penser à ça. Ouais. Ce truc de bah en fait c'est J.K. Rowling et elle écrit que le monde en fait pour cacher que le... Tu vois je sais pas, moi ça me fait penser à ça. La mouche. Alors l'anecdote numéro 2, elle concerne... Alors on a un petit papier et tout, hein. Franchement on est très old school. D'habitude je suis avec mon petit téléphone et tout, Carole m'a dit ah non on fait sur papier. En fait, est-ce que les sorciers ont un petit téléphone? Je ne crois pas. Ils ont des hiboux. L'anecdote numéro 2 concerne les Dursley et notre bon Harry Potter. On est tous au courant de la relation assez conflictuelle qu'ils ont, en tout cas ça évolue sur la fin un petit peu quand même Dudley. On a un serrage de main. Peut-être je pensais à une anecdote qu'on n'a pas retenue mais qui en fait est intéressante pour ça. C'est que J.K. Rowling avait possiblement prévu de faire en sorte que les enfants de Dudley aient le gène magique. Et finalement elle l'a pas fait. Ouais, parce qu'elle a estimé que les gènes Dursley prendraient le dessus sur les gènes magiques. Que l'anti-sorcier prendrait le dessus sur un enfant. Celle-ci elle vient du site The Ranker. Effectivement ne disait pas si les théories étaient validées par J.K. Rowling ou pas. D'ailleurs les liens des recherches seront en barre d'informations juste en dessous du lien de la box. Donc cette théorie elle dit que vu que Harry est un Horcrux, cela pourrait expliquer pourquoi il est en conflit avec son oncle, sa tante et son cousin. Parce que on l'a bien vu par exemple quand Ron porte un Horcrux, il va avoir un comportement qui va être changé et que
qu'en gros quand on est sorcier on est quand même un petit peu plus immunisé contre les effets d'un Horcrux. Et que là du coup en l'occurrence vu que Harry est un Horcrux à lui-même, et ben avec des Moldus il est en conflit quoi. Exactement. Ce serait réconfortant parce que ça voudrait dire que les Dursley sont pas des totales enfoirés, globalement. Après je pense qu'ils le sont quand même et que... ça les humanise un peu plus presque. Ouais, limite on a plus envie de se dire que c'est pas de leur faute. Moi j'aurais jamais pensé à cette théorie, je trouve ça gros quand même. Parce que Harry il va fréquenter d'autres Moldus quand même au long de sa vie. Et il est un Horcrux dès le début. Il a pas vécu non plus avec eux comme par exemple Ron quand il était sous la tente et tout, c'était vraiment quand t'es collé peut-être aux gens, je sais pas. Ouais. Elle est intéressante quand même cette théorie mais on peut pas la vérifier, il n'y a pas assez de situations différentes pour mettre en corrélation le truc. C'est vrai qu'à la limite il aurait fallu voir si il subissait du harcèlement scolaire ou pas. Parce qu'avec ses camarades de classe, il les voyait aussi, enfin presque aussi souvent que sa famille, et donc s'il était vraiment rejeté par les autres Moldus, oui pourquoi pas. Théorie numéro 3, c'est à propos du retourneur de temps en fait, et la théorie voudrait que chaque meilleur élève de promotion se voit offrir la possibilité de se servir du retourneur de temps pour pouvoir passer les 12 buses, parce qu'en fait on apprend dans le tome 3 d'Harry Potter qu'il est impossible pour un élève physiquement d'obtenir ces 12 buses, puisqu'en fait les emplois du temps qui permettent d'assister à ces cours là sont pas faisables en simultané en fait, et c'est pour ça que Hermione se voit donner le retourneur de temps pour s'en servir. Et en fait on sait aussi que il y a 3 autres personnes qui ont obtenu 12 buses pendant leur scolarité. Leur 5ème année du coup, leur fin de 5ème année. Exactement. Pendant leur bus de voilà, parce que les bus se passent en 5ème année. Vous avez Barty Croupton Junior, le petit coup d'œil sur les notes. Mais en fait je m'étais dit ah, c'est Bill ou c'est Charlie déjà. Donc Bill Weasley et Percy Weasley. Eux 3 ont aussi obtenu les 12 buses, ce qui voudrait dire que possiblement voilà, il y a cette histoire de legs de retourneur de temps pour le meilleur élève des promotions pour qu'il puisse assister à tous les cours et obtenir toutes ces buses. Après là où j'ai un peu un doute sur la théorie, c'est que dans le lot des 3 personnes il y a Barty Croupton Junior, et donc en fait il faudrait savoir si au moment où il était à Poudlard il était déjà un peu dérangé ou quoi. Moi personnellement cette théorie je la trouve intéressante, mais je reste un peu sur ma faim en fait. Enfin on sait qu'il y a Hermione qui l'utilise elle non pas pour les buses mais pour ses cours. Enfin ça se serait arrêté parce qu'en fait c'est une théorie, mais ce truc de pouvoir donner aux meilleurs élèves, qu'Hermione à la fin elle garde le retourneur de temps, et vu comment ça s'est passé, on va pas le laisser à d'autres élèves. D'où ça sort encore une fois tu vois. On a des bribes d'infos dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sur voilà, le retourneur de temps. Ok, mais il me manque un truc. Comme tu me donnes un croque-monsieur et tu me donnes juste le pain de mie. Veuillez recevoir cet Oscar pour la meilleure élocution de tout YouTube. Ce qui me manque à la limite, c'est une sorte de liste exhaustive année après année de l'élève qui a réussi à passer 12 buses. Théorie numéro 4, et elle concerne cette fois-ci les cheveux de Ron. Rien que ça. Donc c'est une anecdote qui vient du site Screen Rank et qui a été vérifiée par J.K. Rowling, donc validée sur Twitter. Et elle concerne le professeur Slughorn et son cours de potion surtout. C'est au moment où du coup il va faire découvrir à ses élèves la potion d'Amortentia qui te donne, qui te procure les odeurs, tes odeurs favorites. Et donc du coup quand ça vient le tour de Hermione Granger de nous donner ses odeurs favorites, elle commence à faire sa liste après avoir senti son Amortentia, et elle s'arrête net sur le dernier mot. Elle commence à dire le mot et elle s'arrête, et la théorie dit qu'elle voulait dire que c'était les cheveux de Ron qu'elle sentait. En gros qu'elle appréciait l'odeur des... C'est bizarre hein. Ouais, bah c'est un peu chelou quand même. Tu m'étonnes qu'elle se soit arrêtée, qu'elle sentait du coup les cheveux de Ron. Et donc cette théorie a été prouvée par des Potterheads et confirmée par J.K. Rowling. Imagine J.K. Rowling la sensation qu'elle a quand elle se rend compte que les fans de ses bouquins ont trouvé ce à quoi elle pensait. Le pourquoi. Moi je la trouve fun, je la trouve amusante cette théorie, et je trouve ça cool qu'elle ait été confirmée. Oui, c'est vrai. J'aime bien l'odeur des caves. N'hésitez pas à partager vos odeurs préférées. La 5e et meilleure théorie, et c'est là où vraiment en lisant le titre je me suis dit nah. Et à la fin de l'article on était en mode exactement. C'est que, accrochez-vous bien, Drago serait un loup-garou à partir du tome 6. Non, enfin ça me semblait extrêmement bizarre. Et il s'est avéré qu'il y a 2 personnes qui s'appellent Nick et Brittany qui ont fait une page internet exprès qui s'appelle Drago Malfoy. Oui, Drago Malfoy is a werewolf justement, .com. Et il faudra absolument que vous allez lire parce que ça va être beaucoup plus complet que ce que je vais vous raconter. Tout commence, Harry, Ron et Hermione sont cachés chez Barjo et Burke et voient Drago Malfoy aller menacer le patron de Barjo et Burke en lui montrant quelque chose
chose. Donc les personnages sont pas à un angle qui permet de voir ce qu'il lui montre, mais voilà, il lui montre quelque chose et il lui dit que voilà, ça c'est une sorte de preuve et si il l'obtempère pas, il peut faire venir Fenrir Greyback qui est un ami de sa famille. T'as checké dans les livres tout à l'heure, et est-ce qu'il disait que c'était le bras? Non, c'est même pas justifié que c'était ouais, le bras. c'est même pas justifié que c'est le bras. Et donc quoi qu'il en soit, à partir de là, les personnages pensent que Drago a la marque des ténèbres sur le bras, et ça revient tout le temps dans leur langage comme si c'était quelque chose de sûr et d'acquis en fait, comme si... et même Hermione le pense. Donc à partir du moment où Hermione pense un truc, on sait bien qu'on n'a pas trop envie de la contredire. On peut pas trop la duper quoi. Elle a généralement raison. Hermione, Après, on sait que Lucius Malfoy a donc merdé avec le carnet de Tom Jedusor et que c'est à cause de lui qu'il a été détruit, et Voldemort a pour habitude de punir les gens qui lui ont fait voilà, du tort en envoyant Fenrir Greyback mordre leurs enfants. Et il y a vraiment une phrase dans le livre où c'est marqué que Voldemort ordonne d'aller mordre le fils de Lucius. Ce qu'on peut en fait être amené à penser, c'est que ce qu'a montré Drago chez Barjo et Burke, c'était la morsure qu'avait fait Fenrir sur son bras, exactement. Et c'est pour ça qu'il parle de Fenrir en disant que Fenrir est un très bon ami de sa famille et que s'il veut pas avoir affaire à lui, il le faut du bon côté quoi. Ouais. Exactement. Et que surtout, il a pas intérêt à parler de ça à quiconque. Or, le patron de Barjo et Burke, bon bah il est déjà pro mange-mort, donc il n'y a pas de... Si ça avait été le fait que ce soit un mange-mort, parce qu'il avait la marque des ténèbres, ça aurait pas... Enfin, il aurait pas dû insister sur le fait que ce soit un secret. Ouais, carrément. Alors que là, une morsure, c'est un peu honteux, surtout pour un sang pur. Et après, on arrive à la dernière scène dans la tour d'astronomie. Dans le film, on voit Drago qui relève sa manche et montre la marque des ténèbres. Très clairement, ça se voit sur le plan quoi. Voilà, ça se voit sur le plan. On est en mode, ok, bon, il est pro mange-mort. Enfin, c'est un mange-mort, c'est sûr quoi. De toute façon, c'est déjà dans notre tête depuis qu'Hermione le pense. Mais alors là, c'est sûr. Exactement. Or, dans le livre, il n'y a pas cette scène. Et donc, bah là, voilà, l'effet est un peu biaisé. Et après, ce qui est aussi pensé dans cette théorie, c'est que c'est pour ça qu'on a fait appel à Severus Rogue pour le serment inviolable, et puis d'une manière générale aussi parce qu'il est professeur de potions, voilà, et que Drago allait devoir avoir besoin d'une potion contre le Wolfsbane. Mais... En gros, ça expliquerait pourquoi les parents Malfoy ont entretenu, ont un peu eu ce lien de demander à Rogue d'être protecteur envers leur fils, parce que ils devaient le faire ne pas se transformer en loup-garou en fait, parce que voilà, il avait été mordu par Fenrir. Donc du coup, si on suit cette théorie, Drago ne serait pas un mange-mort. Exactement. Mais un loup-garou, vu qu'il a été mordu par Fenrir. Des moments où Drago est disponible et pas à l'école, il y a des réunions de mange-mort, pourtant Drago n'y est pas. Alors moi personnellement, mon avis sur cette théorie, je la trouve très intéressante, très développée, et on sent franchement qu'il y a eu des recherches là-dessus, et même on a fouillé sur les livres et tout, et t'as retrouvé les passages pour justifier ça. Moi je pense pas qu'il se transforme, Drago, en loup-garou, mais j'avoue que mon avis sur les théories a changé, a évolué, et que la théorie est très intéressante, et ça peut expliquer les disparitions, pourquoi dans les livres, etc. etc. Rowling n'a pas validé la théorie, donc elle l'a pas invalidée non plus de fait, alors qu'elle en a invalidé certaines. Elle a dit que certains personnages n'avaient pas la fin qu'elle avait voulu leur mettre et qu'on savait pas tout sur certains personnages. Par exemple, elle voulait développer la famille de Dean Thomas et là ça n'a pas été fait, et elle avait même dit qu'elle avait prévu une sorte de plus longue destinée pour Drago et que finalement elle l'avait pas fait, tout n'avait pas été écrit et pas mis dans le dernier livre. Mais à ce moment-là, du coup, ça aurait été un mange-mort et un loup-garou. Du coup, il avait la trace de mange-mort. Elle a pas pu aller jusqu'au bout avec les personnages, mais lors de la mort de Dumbledore, dans le film, c'est clair qu'il a la marque des ténèbres. Oui, mais moi je pense qu'elle a fait ça juste pour que ça finisse dans la tête des lecteurs. Ah d'accord, il a fait ça, il était... Voilà, c'est bien ce qu'on pensait, il était comme ça, etc. Ouais. Parce qu'elle savait qu'il n'y aurait pas de film à suivre, et donc elle allait pas pouvoir continuer à développer le personnage de Drago. Tant qu'à faire, autant lui offrir une fin. Le personnage. Exactement. Et la dernière théorie, qui est plutôt une petite ouverture en fait, elle concerne Newt Scamander. Et forcément, on s'est posé la question avec l'arrivée des Animaux Fantastiques, du Patronus, de notre Newt Scamander, notre Poufsouffle préféré quand même, on peut le dire, même si on n'est pas... Ce début de théorie, J.K. Rowling a annoncé sur Twitter qu'elle ne dirait pas quel est le Patronus de Newt Scamander, parce que... Mais... Wesh, la mouche elle force. En gros, elle disait que si elle dévoilait le Patronus de Newt Scamander, ça allait casser l'intérêt de la suite des Animaux Fantastiques en gros. Enfin, elle a démenti en disant big spoiler. Donc on a regardé des théories, des informations, des choses comme ça. Les choses qui ressortaient le plus, c'était un beau truc, un nifleur, un truc comme ça. Nous, on voit pas pourquoi cacher ça. C'est que ce serait un
serpent. Serpent. Donc on adore cette théorie. Ouais. Cette théorie est hyper intéressante. Elle va remettre en avant la relation entre Newt Scamander et l'État Lestrange. Et ça c'est cool. Enfin, on sait que donc Newt Scamander se mariera avec Tina Goldstein. On est contre. Oui, on est contre, on est contre. Et c'est pour ça que j'aime bien la théorie qui dirait que le patronus de Newt est un serpent, parce que ça voudrait dire que c'est le côté amoureux de l'État Lestrange, et donc certes il se mariera avec Tina, mais c'est peut-être parce qu'il n'aura pas pu se marier avec l'État. Parce qu'il y aura eu un trop gros... Enfin c'était pas possible en fait. Et... Ah mais oui si, c'est ça que je recherchais. Et ça expliquerait pourquoi elle disait gros spoiler. Parce que du coup, elle veut pas le dire. Pourquoi? Parce que à la fin des Animaux Fantastiques, attention spoil si vous l'avez pas vu, l'État Lestrange, elle est censée être morte. Et bon, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas le cas. Et du coup, ça expliquerait pourquoi. Si c'est un serpent, le lien à l'État Lestrange, qui n'est donc pas mort, peut-être une relation qui au final sera cachée ou pas cachée ou qui marchera pas, et qui il finira avec Tina. Il finira. Tu vois, moi j'aurais jamais critiqué un couple que J.K. Rowling a fait dans Harry Potter. Et là j'arrive plus facilement à dire sur les Animaux Fantastiques que j'aime pas Newt et Tina. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. On attend vos avis dans les commentaires. On se fera un plaisir de les lire tous les deux pour savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des choses contre ce qu'on a dit, enfin qui prouvent l'inverse, des articles, ou des pour, ou si pour vous c'est juste, c'est faux. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux très vite et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Carole, je te fais des bisous. Enfin non, je vais rester chez toi encore un peu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.